Bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous réexpliquer un petit peu le cours que l'on a pu faire sur les gammes en musique, notamment pour développer davantage en fait toute la partie qu'on n'a pas pu voir sur les gammes tempérées. Donc je vais reprendre cette activité depuis le début, c'est-à-dire au niveau de votre poly, toutes ces questions qui ont été déjà traitées en classe et que l'on a corrigées, qui reposent à la base sur cette vidéo qui est ici. Vous avez le lien sur votre polycopier, si vous vous en souvenez plus. C'est cette vidéo-là que je vous conseille de revoir éventuellement avant même de regarder cette vidéo ici. L'idée, vous avez une vidéo qui dure à peu près 25 minutes. Moi, je vous en avais montré une version condensée en classe, d'à peu près un quart d'heure. Là, vous aurez davantage d'informations, peut-être un peu plus techniques parfois, mais les principales idées sont là. Ensuite, nous, on va chercher en fait du coup à comprendre les notions essentielles, c'est-à-dire comment une gamme a été créée. Je rappelle, l'objectif finalement, c'est quoi? C'est de comprendre ça. Comment, en fait, on a construit cette méthode d'écriture de la musique et cette méthode d'accordage de nos instruments, avec ces 12 notes qui vont ici du Do grave jusqu'au Si, et ensuite la 13e note qui est en fait tout simplement l'octave de la note de départ. C'est-à-dire c'est la même note, vous avez le même nom, c'est un Do à chaque fois, sauf qu'ici vous avez une note qui est grave, là vous avez une note qui est aiguë, et on va essayer de réexpliquer tout ça. Donc je rappelle, au départ c'est Pythagore qui a commencé à travailler sur les sons harmonieux, avec des marteaux qu'il frappait chez le forgeron, et se rendre compte que en fonction de la masse et de la taille des marteaux, certains étaient les sons étaient plus harmonieux que d'autres, et ensuite il a travaillé sur des cordes vibrantes. L'idée, c'est de comprendre que le son est à la base une vibration qui ensuite se propage dans un milieu matériel, l'air, l'eau. Par contre, elle ne se propage pas dans le vide. La différence entre un son grave et un son aigu, ça aussi on l'a vu en classe, c'est la fréquence qui change. Notamment, plus la fréquence va être élevée, plus le son va être aigu. Et c'est là-dessus qu'on va justement travailler pour construire notre gamme. L'octave, ça va être le point de départ, c'est comprendre ce premier intervalle de référence, en gros, c'est l'intervalle entre deux notes dont les deux fréquences ont un rapport égal à 2. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je reprends la gamme de tout à l'heure, si je prends la fréquence en Hertz de cette note ici qui est le Do grave, je rappelle que la fréquence c'est le nombre de vibrations par seconde, je vais prendre en fait cette note-là, je prends sa fréquence que je vais multiplier par 2 et j'obtiens celle-ci. Donc en fait, l'octave en musique, c'est ce qui sépare une note grave de la même note à l'aigu, et en fait ça correspond à une fréquence qu'on va multiplier par 2. Ça marche dans les deux sens, je peux prendre cette fréquence-là que je divise par 2, et ensuite on va pouvoir construire même d'autres gammes, plus graves encore, si on divise encore par 2, ou ici à partir de cette note-là, en multipliant par 2, des gammes encore plus aiguës. Nous on va partir sur cette gamme-là qui est le médium, c'est-à-dire qui est à peu près au milieu de la portée. Qu'est-ce qu'une octave et la quinte ont de particulier pour notre oreille? Donc l'octave, on l'a dit, c'est un intervalle qui est pris comme référence avec deux fréquences qui ont un rapport de 2. La quinte, c'est également un intervalle entre deux notes. On reparlera tout à l'heure de l'intervalle entre les deux. L'idée, c'est qu'en fait, ces deux intervalles sont harmonieux au niveau de l'oreille. C'est ce qu'on parle de sons consonants, contrairement à ce qu'on va appeler des sons dissonants, qui eux sont vraiment très désagréables à entendre à l'oreille. Concrètement, comment on crée toutes les différentes notes? À chaque fois, l'idée c'est d'aller chercher des intervalles harmonieux à partir d'une note précédente. On a pris une note de référence, on va aller chercher la quinte, ça nous permet d'obtenir un son harmonieux, et à partir de cette nouvelle note qu'on vient de trouver, on va aller chercher une nouvelle quinte supplémentaire, qui va être donc harmonieuse également à l'oreille. Et donc on va construire comme ça progressivement chaque note pour obtenir l'ensemble des notes de la gamme. On va reparler juste après, quand on va redétailler davantage l'activité sur les gammes de Pythagore, puisqu'ici on est en train de travailler sur la gamme de Pythagore. Le problème qu'on va avoir, on l'a dit, c'est qu'au bout de 12 quintes, on va obtenir, en fait pour la 13e note, on retombe sur la note de départ, mais par contre il y aura une légère différence en termes de fréquence qui fait que le son ne sera pas forcément très agréable à l'oreille, on va être sur un son qui sera dissonant, c'est ce qu'on va appeler justement la quinte du loup. C'est justement cette dernière quinte qui nous donne en fait un son qui est dissonant, qui est désagréable à l'oreille. Et c'est un défaut qu'il va falloir essayer de corriger. Il a fallu attendre en fait l'époque de Bach, donc on est à quelques centaines d'années seulement, où justement on va pouvoir créer un nouveau système de gamme, celui qu'on utilise encore à l'heure actuelle, qu'on appelle la gamme tempérée ou la gamme à tempérament égal. L'idée c'est que le défaut des gammes de Pythagore, ce défaut il existe toujours, on est incapable de s'en débarrasser, mais par contre on va essayer de le répartir sur l'ensemble des notes de la gamme.
au lieu de le placer à un seul endroit, et donc que les compositeurs doivent absolument éviter de l'utiliser pour pas que leur morceau soit désagréable à l'oreille, et bien là du coup on va essayer de répartir le défaut sur l'ensemble de la gamme, et du coup à l'oreille ça ne sera pas perceptible. Donc, on va reprendre tout ça depuis le début. L'idée, c'est d'abord la gamme de Pythagore. Comment elle a été construite? Donc, on rappelle, à la base, c'est des cordes qui sont vibrées. Et on va choisir, en fait, des rapports de longueur qui sont des rapports, en fait, avec des nombres rationnels, c'est-à-dire qui peuvent être simplifiables sous forme de fractions simples. Exemple, ici, vous avez 3 demi, ça va être la fraction qu'on va utiliser. On va donc prendre à chaque fois des fractions de la corde. Ici, la corde a été prise aux 2/3. On prend les 2/3 de la corde, ce qui nous donne une fréquence multipliée par 3 demi. On inverse en fait le rapport. Tout ça, je vous laisserai relire. De toute façon, c'est ce qui est expliqué dans la vidéo. C'est ce qui permet justement de construire l'ensemble des notes et c'est ce qu'on va faire juste en dessous. La première chose qu'on doit faire, donc, c'est définir le domaine de fréquence dans lesquels vont se trouver les notes de notre gamme. Donc là, par exemple, ici, vous avez la fréquence de départ qu'on va utiliser, qui est un Do, dont la fréquence est de 262 Hz. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous avez possibilité d'utiliser le logiciel Audacity, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet et dont vous allez retrouver les références dans les liens en dessous de la vidéo. On peut générer en fait des sons avec Audacity. Audacity permet d'étudier des sons déjà existants, qu'on va aller chercher sur son ordi par exemple, mais on peut aussi créer des sons avec Audacity. Ici on va choisir l'onglet Générer tonalité. On va choisir une forme d'onde sinusoïdale pour avoir un son pur. Et on va choisir, par exemple, ici, la fréquence qui nous était donnée, c'était 262 Hz. Voilà, avec un son qui va durer 1 seconde. Je valide. On vérifie avec le zoom, en cliquant gauche, qu'on est bien sur une forme sinusoïdale pour notre courbe. Donc on se rapproche, on est vraiment sur un son qui est pur. Hop, clic droit pour revenir sur l'image de départ, pour dézoomer. Et ensuite, quand on écoute le son, vous avez la note qui a été jouée, qui est ici donc le Do grave. La première chose à faire, on l'a dit, c'est de définir le domaine de fréquence dans lequel on va utiliser toutes les notes de notre gamme. Et on l'a dit tout à l'heure, en fait, si on reprend la gamme, comment cette gamme a été construite? En fait, on va prendre la note de départ, celle que je viens de jouer, avec sa fréquence qui vaut 262 Hz, et on va d'abord aller chercher l'octave, c'est-à-dire avec sa fréquence multipliée par 2. Ici, 262 Hz multiplié par 2, on est à 524. Je vous montre ce que ça donne sur Audacity. On va créer une nouvelle piste, parce que je ne veux pas me débarrasser du premier, je vais garder le premier. Nouvelle piste. Voilà. Je génère un nouveau son, une nouvelle tonalité, mais cette fois-ci, je vais prendre comme fréquence 524 Hz, toujours en sinusoïdal, toujours avec un son qui va durer 1 seconde. Voilà. Quand on zoome, on va se rendre compte que les deux fréquences sont bien complètement différentes. Celle-ci est plus élevée que celle-ci. Donc le son ici est plus aigu. On revérifie ça à l'oreille. D'accord ? Quand je joue la première piste, le Do grave, on est sur un son qui est donc grave. Si je joue l'autre piste, c'est la même note, mais à l'aigu. On est donc sur le Do grave, le Do aigu, et quand on écoute les deux ensemble, alors ici ça sature un petit peu, parce que j'ai mis le son fort pour que ça s'entende bien au micro, mais on est donc sur un son qui est harmonieux à l'oreille, on parle d'un son qui est consonant. L'idée maintenant, à partir de ça, voilà, on a en fait notre premier intervalle, notre octave, donc c'est ici, dans quel domaine de fréquence doivent se trouver toutes les notes de notre gamme, ça va être entre cette fréquence-là minimum, et en fréquence maximale, les 524 Hz, c'est-à-dire le Do aigu, l'octave. Et ensuite, on va aller construire toutes les autres notes. Comment on fait pour ça? On l'a dit, et ça va être donc le tableau que vous allez compléter ici. C'est tout simplement en allant chercher à chaque fois les quintes. Donc on va prendre la note de départ, le Do grave ici, on va prendre sa fréquence de 262 Hz, que l'on va multiplier par 3 demi. Et en fait, ici, on va tomber sur le Sol. Et cet intervalle-là, c'est un intervalle qui est consonant, qui est harmonieux à l'oreille, qui est agréable à entendre, et c'est un intervalle qu'on appelle une quinte. Ensuite, une fois que j'aurai défini cette nouvelle note, je vais prendre sa fréquence, que je vais également multiplier par 3 demi. Et là, le risque que l'on va avoir, c'est qu'à force de multiplier par 3 demi, on va se retrouver sur des fréquences qui vont dépasser
le Do aigu ici, qui est la fréquence maximale qu'on n'a pas le droit de dépasser justement. Et donc l'idée, je l'avais expliqué en classe, c'est que si jamais ça arrive, si on obtient une fréquence qui est supérieure à la fréquence maximale de l'octave, et bien cette fréquence obtenue, on va la diviser par 2 pour revenir à l'intérieur de notre intervalle ici de référence, c'est-à-dire l'octave. Si jamais on sort de la gamme et qu'on dépasse le Do aigu, on dépasse la fréquence maximale, on divise par 2 pour revenir dedans. En fait, on va prendre l'octave inverse par rapport à la note qu'on aura obtenue qui serait trop aiguë. L'idée, c'est de voir, et je vous ai mis également dans le NT ce tableur Excel que je vous ai déjà montré en classe, pour les gammes de Pythagore en tout cas, d'accord, où vous avez en fait ici l'ensemble du calcul de toutes les fréquences, de toutes les notes présentes dans la gamme chromatique. C'est-à-dire ici, vous voyez, cette note de référence qui est le Do grave à 262 Hz. Ici, on a calculé l'octave que l'on est censé obtenir, c'est-à-dire 2 fois cette fréquence F0 qui vaut donc ici 524 Hz. Et en fait, première étape, je prends cette fréquence que je multiplie par 3,5. Ici, par exemple, j'obtiens 393 Hz. Je suis dans la gamme. On remarque que cette valeur, elle est inférieure à la valeur maximale que je n'ai pas le droit de dépasser. Donc je peux m'arrêter là, et cette note qui est ici, je vais la conserver, elle m'intéresse. Si je la mets sur Audacity, par exemple, celle-ci, je vais l'enlever, je vais rajouter une nouvelle piste. On va générer donc un nouveau son, à cette fois-ci une fréquence qui valait 393 Hz. Si je dis pas de bêtises, je revérifie, 393 Hz, voilà. 393 Hz, je valide. Toujours une fonction qui est sinusoïdale, qui est de fréquence plus élevée que ma fréquence de mon Do de grave, qui est de ma fréquence de référence, de départ. Fréquence plus élevée, mais fréquence qui est quand même plus faible que la fréquence du Do aigu qui est ici, qui est celle que je n'ai pas le droit de dépasser. Et donc quand on écoute en fait toujours pareil le Do grave, si j'écoute maintenant cette fréquence multipliée par 3,5, c'est-à-dire sa quinte, on est sur le Sol. Et on est bien sur une note qui est plus grave que le Do aigu qui est ici, je vous le refais écouter. Note-là est bien plus aiguë. Donc on est bien sur une note qui est dans notre intervalle, qui est dans la gamme de fréquences qui nous intéresse. Donc on est en fait ici. Ensuite, deuxième étape, je l'ai expliqué, on reprend cette fréquence-là qu'on vient de créer et on la remultiplie par 3,5. Le problème qu'on va avoir, vous allez voir, c'est que en prenant cette fréquence pour cette nouvelle note 393 Hz, si je multiplie par 3,5, j'obtiens ici 590 Hz. Le problème, c'est qu'on a dépassé la valeur maximale. On est au-delà du Do aigu. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher la note inférieure, on va aller chercher l'octave en dessous de cette note-là. Cette note, elle est cohérente. Si on la joue avec Audacity ou avec un instrument, ça va être harmonieux à l'oreille. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans la gamme. On est en dehors de la gamme. Donc on va aller diviser cette fréquence par 2. On obtient cette nouvelle fréquence ici qui vaut 295 Hz. Et cette fréquence-là, c'est une nouvelle note qu'on va pouvoir intégrer dans notre gamme. On la garde et on va aller la placer ici. C'est la troisième. Ensuite, etc. On refait à chaque fois toujours le même travail. Je multiplie par 3,5. Si je suis dans la gamme de fréquences, ce qui est le cas ici, je suis inférieur à 524 Hz, je garde cette note et je passe à l'étape suivante. Alors vous remarquez au passage en cliquant ici que tout ça, c'est des calculs qui ont été faits par le logiciel, c'est pas moi qui les ai rentrés. D'accord, 443 Hz ici. Je multiplie par 3,5, j'ai trouvé une valeur qui dépasse la valeur maximale, donc je divise cette valeur par 2. Vous remarquez au passage qu'il y a des arrondis au niveau de mes calculs, donc c'est pour ça qu'ici c'est pas exactement la valeur divisée par 2, puisqu'il y a des arrondis qui interviennent. L'avantage de ce tableur Excel que je vous ai créé ici, c'est qu'en fait, en changeant simplement la fréquence de référence, on peut réavoir l'ensemble des fréquences de toutes les gammes qui nous intéressent. Par exemple, si je veux prendre comme référence la note La à 440 Hz, et du coup, mon logiciel me recalcule l'ensemble de toutes les fréquences, et comme ça, on peut recalculer toutes les notes qui partiraient du La grave jusqu'au La aigu, qui aurait donc cette fréquence de 880 Hz ici, 2 fois celle de référence. On peut choisir n'importe quelle fréquence, une note qui aurait 100 Hz. Voilà, bon, on obtient toutes les notes de cette gamme. Là, ici, par rapport à l'exercice, on était à 262. Je vais reprendre cette valeur parce que je vais en avoir besoin pour la suite de mon travail. On revient sur notre activité. Et donc l'idée, c'était donc de compléter l'ensemble de ce tableau par rapport
à ce que je vous ai montré sur Excel. Il y a une dernière colonne ici qui est le rapport, l'intervalle entre la note obtenue et la note précédente. J'en ai pas parlé tout à l'heure, on va revenir dessus. C'est cette colonne-là, hein. C'est-à-dire tout simplement, si vous regardez bien, on va prendre la nouvelle note obtenue qu'on divise par la fréquence qu'on avait pris au départ. Et donc ici, on est sur une fréquence qui vaut, enfin un rapport qui vaut 1,5, c'est-à-dire 3,5, tout simplement. 1,5, c'est égal à 3,5, c'est bien le rapport qu'on a utilisé. Par contre, pour la note en dessous, vous remarquez que la note de référence a été multipliée par 3,5, mais comme cette fréquence était trop élevée, ensuite on l'a divisée par 2 pour obtenir cette nouvelle note-là. Et bien quand on fait le rapport de ces deux fréquences, les 295 Hz divisé par 393, on obtient en fait cette fois-ci un rapport de 0,75. 0,75 en fait c'est 3/4. Alors ce 3/4 il vient d'où? C'est assez simple, hein. Ici en fait on rappelle, pour obtenir cette nouvelle note, j'ai pris donc la fréquence de départ que j'ai multipliée par 3,5, puis ensuite divisé par 2, c'est-à-dire ça revient à multiplier par 1,5. Et en mathématiques, hein, 3,5 fois 1,5, ça revient à faire multiplier par 3/4. Donc ça explique pourquoi ici, le rapport entre la nouvelle note et la note précédente vaut bien 3,5, c'est-à-dire 0,75. Et là aussi, vous voyez que c'est pas moi qui ai tapé directement 0,75 pour que ça m'arrange dans mon calcul et sur mon tableau pour que ça fasse joli. C'est bien en fait tout un calcul assez complexe avec des arrondis qui ont été utilisés quand même. D'accord ? Mais c'est vraiment par rapport aux valeurs qui ont été calculées précédemment. Et donc on remarque à chaque fois qu'on est sur ce qu'on va appeler des nombres rationnels, c'est-à-dire en fait des fractions simples, soit fois 3,5, soit fois 3/4. Donc dernière question ici, hein, le rapport R est-il un nombre rationnel? La réponse elle est oui, puisqu'on obtient à chaque fois une fraction dans cette colonne, qui est une fraction simple. Au bout de 12 quintes, est-ce qu'on peut considérer que l'on retrouve la note de référence de la gamme et est-ce que c'est perceptible à l'oreille? Et bien on va regarder justement dans le tableur, si vous regardez attentivement, hein, au bout de 12 quintes, première quinte, deuxième, troisième, etc., etc. Quand on arrive ici, on remarque que la dernière fréquence obtenue, hein, vous voyez que l'avant-dernière ligne, j'ai obtenu une fréquence, je multiplie par 3,5, je dépasse la valeur maximale qui est de 524 Hz, donc je divise par 2, j'obtiens cette nouvelle fréquence qui est presque égale à celle de départ, mais pas exactement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la quinte du loup. C'est justement le fait que, finalement, toutes les notes qui ont été créées sont bien harmonieuses les unes avec les autres, parce que, en fait, ce rapport 3,5 à l'oreille, ça sonne harmonieux, c'est consonant, sauf à la fin où on va obtenir une note qui est consonante avec celle qui précède. Quand on fait jouer ces deux notes-là ensemble, ça va sonner juste. C'est une quinte qui est juste. Par contre, si on fait jouer cette dernière note ici, avec la note qu'on était censé obtenir, c'est-à-dire les 262 Hz, là on va avoir deux sons qui sont vraiment différents l'un de l'autre, alors que normalement on est censé avoir le même. Je vous montre ce que ça donne avec Audacity. Celui-là je vais l'enlever, et celui-là aussi. Je garde juste la note de référence, les 262 Hz. Voilà. Je vais créer ma nouvelle piste, dans laquelle je vais mettre donc cette nouvelle note qui serait en fait la 13e note, et au lieu d'être à 262, on était à 269 Hz. On écoute la note qu'on était censé obtenir, celle qu'on a pris comme référence, le Do grave. Maintenant, si j'écoute l'autre, il y a une légère différence entre les deux. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, ça dépend aussi un petit peu de l'oreille de chacun, mais il y a quand même une différence entre les deux. La nouvelle note qui est ici est légèrement plus aiguë, c'est normal, sa fréquence est légèrement plus élevée. On a deux notes qui en fait sont différentes, alors qu'elles devraient normalement être strictement identiques, et donc du coup quand on joue les deux ensemble, c'est vraiment désagréable. Et là, c'est pas une question de saturation de mon ordinateur, c'est vraiment les deux sons qui, ensemble, donnent quelque chose qui s'appelle donc dissonant, quand vraiment c'est désagréable à entendre à l'oreille. Donc ça, on peut le représenter en fait sur ce qu'on appelle le cycle des quintes. Donc ça, vous allez le retrouver dans la vidéo, et en fait, l'idée, ça va être de recopier à chaque fois les fréquences obtenues des différentes notes dans ce tableau. On reprend chacune de ces fréquences, et on reporte également l'intervalle entre les fréquences. Est-ce que c'est 3,5 ou 3/4? Ça nous donne en fait ce résultat-là. Ici, par exemple, on a choisi de travailler avec 440 Hz comme fréquence de départ. Fois 3,5, on obtient 660. Puis ensuite, si on multiplie par 3,5, on serait en dehors de la gamme
Donc on divise par 2, ce qui obtient en fait 495 Hz. Ça revient à faire directement x 3 quarts, etc., etc. Et puis on remarque qu'au bout de la 12e quinte, quand on veut passer à la 13e, quand on veut revenir au point de départ, les deux fréquences ne sont pas égales. On était à 440 Hz au départ, et maintenant on se retrouve à 446 Hz. On a une différence entre les deux, c'est la quinte du loup. La quinte du loup, elle est là. Voilà le problème de la gamme de Pythagore, et c'est un problème qui a traîné en musique pendant des années et des années. Et l'idée, du coup, des compositeurs, c'était justement d'éviter au maximum de jouer cette quinte, parce que du coup, c'était très désagréable à entendre à l'oreille. Alors moi, ce que je vous ai demandé de faire dans le cours, c'est de refaire la même chose, mais pour cette fréquence-là, de 162 Hz. C'est-à-dire, vous reprenez chacune de ces fréquences, et vous reportez à chaque fois le rapport. L'idée, c'est de montrer qu'ici, au lieu d'avoir 262 Hz à la fin, c'est 269. C'est la quinte du loup. Arrive ensuite Bach et ses contemporains qui ont commencé à essayer de résoudre ce problème de la quinte du loup, et donc on crée un nouveau système de gamme qu'on appelle la gamme tempérée, qu'on parle à tempérament égal. Alors l'idée de tempérer, quand on tempère quelque chose, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ce soit modéré. Il y a un défaut qui existe, on ne peut pas s'en débarrasser, mais on va essayer de le modérer, de le tempérer, c'est-à-dire de le répartir sur l'ensemble de la gamme, de façon à ce que ce défaut soit moins gênant, parce qu'en fait il sera plus vraiment perceptible à l'oreille. Quand il est réuni sur une seule quinte, c'est très désagréable à l'oreille. Là, on va essayer de le répartir sur l'ensemble de la gamme. L'idée, c'est quoi? C'est toujours de partir, comme l'avait fait Pythagore, de l'octave. C'est-à-dire, on rappelle, au départ, la note de référence, la note grave, on prend sa fréquence et on multiplie par 2 pour obtenir son octave. Et maintenant, on va aller construire toutes les autres notes, mais non pas en travaillant sur des intervalles de x 3,5 au niveau des fréquences, et divisé par 2 si jamais on sort de l'octave. Là, ici, l'idée, c'est d'aller construire directement la note suivante. Pour ça, on prend l'octave tout entier, qu'on divise un peu par 12, finalement. L'astuce, c'est de prendre la fréquence, qu'on va multiplier par 2 à la puissance 1/12e. Ça, c'est assez complexe, c'est ce qui est expliqué ici. On vous dit, le rapport des deux fréquences, c'est 2 à la puissance 1/12e, ce qui revient en faire à ce qu'on appelle une racine 12e de 2. Voilà ce qu'on appelle la gamme tempérée. Et c'est en fait celle qui est utilisée maintenant pour n'importe quel instrument dans la musique moderne. Et c'est comme ça qu'on sont construits l'ensemble de la musique. Donc la gamme de Bach, comment elle va se construire? On refait exactement le même travail. Je repars de la fréquence 262 Hz dans mon tableur, sauf que cette fois-ci, voilà ce que ça donne. 262 Hz, c'est ma fréquence de référence. Je calcule son octave ici en prenant 2 fois cette valeur F0, c'est-à-dire j'obtiens toujours mes 524 Hz. Sauf que maintenant, je vais aller calculer les nouvelles fréquences, les nouvelles notes, en faisant la fréquence précédente multipliée par 2 à la puissance 1/12e. Remarquez, ici, la fréquence que j'ai prise ici, c'est la case B2, c'est-à-dire cette case-là, la fréquence 262 Hz, multipliée par 2 à la puissance 1/12e. Il fait le calcul, il trouve 278 Hz. Je prends cette fréquence, je multiplie par 2 puissance 1/12e, j'obtiens cette nouvelle fréquence, etc., etc. Et on fait ça 12 fois. Et quand on arrive à la 13e, qu'est-ce qui se passe? On retombe à ce moment-là sur la fréquence qui nous intéresse, c'est-à-dire les 524 Hz. C'est-à-dire que là, on est sur une octave qui est juste. Donc en gros, le défaut qu'on avait dans la gamme de Pythagore précédemment n'existe plus, en tout cas pas sur l'octave elle-même, on obtient bien à la fin la note qui nous intéresse. Ce défaut a été réparti sur l'ensemble des notes. Concrètement, les notes qui sont là, dans la musique moderne, en réalité, elles ne sont pas parfaitement justes. Elles sont moins justes qu'il y a quelques centaines d'années quand on utilisait les gammes de Pythagore. Sauf que le défaut de la gamme du loup, ce défaut-là n'existe plus du tout. On l'a réparti sur l'ensemble de la gamme. Donc ces notes ne sont plus parfaitement justes, mais à l'oreille, on n'est quasiment pas capable de s'en rendre compte. Donc on complète ce tableau, les fréquences obtenues, la fréquence obtenue en multipliant par 2 puissance 1/12e, c'est-à-dire racine 12e de 2. Le rapport, ici, on remarque au passage, j'en ai pas parlé, mais quand on regarde cette dernière colonne, l'intervalle entre les fréquences, quand on fait le rapport fréquence ici divisé par la fréquence précédente, là on remarque par contre que c'est absolument pas un nombre rationnel, c'est absolument pas simplifiable sous la forme d'une fraction simple. On n'est pas sur un 3/2, un 3/4, un 1/2, on est vraiment sur des nombres qui sont assez complexes, qui sont irrationnels. Donc, on va pouvoir compléter ici
cette gamme que vous avez sur votre poly, hein, c'est la même que je vous ai montré tout à l'heure. L'idée, c'est donc de bien montrer que vous avez à chaque fois une fréquence de départ multipliée par 2 à la puissance 1/12 pour obtenir une nouvelle fréquence. Que peut-on dire de la fréquence de la dernière note obtenue? Eh bien, c'est exactement la fréquence de l'octave, c'est-à-dire 2 fois la fréquence de la note de départ. Le nombre R, lui, par contre, est irrationnel. Ce n'est pas une fraction simple. La relation entre la fréquence Fn d'une note de la gamme et la fréquence F0. Là, ici, l'idée, c'est de vous demander, si je connais la fréquence ici de départ, quelle est la fréquence de cette note-là, par exemple? Est-ce qu'il y a un calcul simple qui permet de passer directement de cette note à celle-ci sans devoir construire toutes les notes précédentes? Ben oui, c'est facile. Il suffit simplement de reprendre l'expression précédente que vous avez là, d'accord, et d'intégrer en fait le facteur petit n, qui est le numéro de la note correspondante, et on obtient en fait au niveau de cette expression Fn qui vaut F0, la fréquence de référence, fois 2 à la puissance n sur 12. C'est pas 1 divisé par 12, c'est n divisé par 12. L'idée, c'est que vous remplacez petit n par le numéro de la note. Par exemple, si c'est la première note, ici F0, ben n vaut 0, et vous obtenez directement la fréquence F0. La première note qui suit derrière, vous mettez n égale 1, vous obtenez la fréquence F1, etc., etc. Ça permet d'obtenir directement la note qui nous intéresse, sans forcément avoir besoin de construire toutes les notes de la gamme. Dans la vidéo que je vous avais demandé de regarder, on vous donne également quelques exemples de musique qui utilisent des gammes différentes de cette gamme chromatique que nous on utilise maintenant dans la musique moderne. Donc les exemples qui vous sont donnés, hein, c'est la musique indienne, la musique arabe, qui utilisent en fait ce qu'on appelle des modes microtonaux. Ça, on parle de musique microtonale, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser éventuellement encore des fréquences intermédiaires par rapport aux fréquences que nous on utilise dans la musique moderne. Les compositeurs qui l'utilisent même en musique occidentale, il en existe quelques-uns, pareil dans la vidéo on vous en parle, hein. Vous avez par exemple Joël Mandelbaum ou Ivor Dareg. Et puis on vous donne également un exemple, par exemple avec Radiohead, qui utilise également ce type de sonorité. L'intérêt de ces sonorités, hein, l'intérêt de cette musique microtonale qui utilise d'autres fréquences que celles que nous on a l'habitude d'utiliser, c'est de donner en fait dans la musique des ambiances un peu énigmatiques, un peu mystérieuses, un peu angoissantes même parfois. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo aura répondu à l'ensemble de vos questions que vous vous posiez sur ce chapitre, et je vous dis à la prochaine.